Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Droits humains en Algérie, état des lieux. L'aspiration de l'homme au respect de sa personne et de ses droits naturels vient des âges les plus reculés, les plus primitifs, si je peux dire, quand les hommes vivaient encore dans des logiques de horde où le mâle dominant, le mâle alpha, a imposé sa suprématie sur son groupe par la force brutale et lorsque lui-même était évincé sans ménagement quand ses forces déclinaient. C'est très vraisemblablement depuis ces âges obscurs, depuis les premiers balbutiements sociétaux et la formation des premiers hameaux, avant celle des premiers villages, que commença à naître dans le cœur de ces groupements humains naissants l'aspiration à la dignité, à la sécurité, dans une atmosphère palpitante qui allait faire émerger petit à petit dans l'esprit et l'âme de l'humain ce besoin d'un contrat social, d'un consensus prégnant pour plus de justice, plus de droit, plus de protection contre la force brutale. À plus forte raison que la société humaine allait prendre conscience au fil des âges que la vraie force, celle inexorable qu'aucun tyran ne peut réduire, était celle de l'union entre les plus nombreux, les plus faibles, puis entre tous les membres de la société qui ressentaient naturellement et de plus en plus la nécessité de s'organiser contre la force brutale. Aujourd'hui, même si l'oppression, l'injustice, les carnages continuent de sévir sous des formes souvent très hypocrites, il n'en demeure pas moins que l'humanité a réalisé des avancées admirables dans le contrôle du pouvoir, des élections et de la souveraineté populaire et tout particulièrement de la séparation des pouvoirs. Mais nous sommes encore loin, très loin de cet idéal d'un âge d'or où nul ne pourrait être privé de ses droits, où le plus fort, le plus retors n'aurait plus droit de citer. J'en veux pour preuve que dans la théorie de la séparation des pouvoirs, le plus important de tous les pouvoirs, celui de l'argent, le pouvoir du capitalisme pur et dur, n'a pas été évoqué de la moindre petite façon, alors qu'il est le pouvoir le plus décisif dans la chose politique, celui qui fait élire, qui insémine et répand le mensonge médiatique, qui installe les lobbies au cœur des rouages les plus déterminants. D'une façon simplifiée, les droits humains sont relativement respectés en Occident globalement, même s'ils sont souvent appréciés et appliqués sur des critères sélectifs qui ne se disent pas, mais qui se pratiquent sans complexe et qui sont appréhendés depuis des prismes ethniques, cultuels, voire même selon les statuts sociaux des uns et des autres. Dans les pays du Sud global, c'est une toute autre condition. Pour ne nous fixer que sur les droits humains en Algérie, dont nous allons parler aujourd'hui, la situation est juste ubuesque, si elle n'était cauchemardesque. Ce pays qui a pourtant connu une très longue nuit d'occupation, d'oppression et de dépossession, depuis les Carthaginois jusqu'au colonialisme français. Ce pays qui a vécu au fil des générations, une longue tradition de résistance et d'aspiration collective à la dignité, qui a subi des sacrifices qui pourraient se mesurer en fleuves de sang. La victoire du peuple a pourtant été volée, de la même manière qu'un fleuve peut être détourné. Aujourd'hui, ce pays, qui porte pourtant l'appellation érigée en pléonasme successif de république, algérienne, démocratique et populaire, les trois en même temps,
passe aux yeux de tous les observateurs sérieux pour être l'un des systèmes les plus despotiques, les plus subversifs, les plus corrompus et les plus corrupteurs, les plus répressifs du monde. Dans un pays dont la providence et les luttes en ont fait le plus grand d'Afrique, avec une configuration territoriale et géostratégique certainement très privilégiée, au sud de toute l'Europe et de la Méditerranée, au nord de toute l'Afrique, avec des richesses naturelles inestimables, dans sa propre jeunesse, qui ne rêve pourtant que de pouvoir s'exiler de ce pays de cocagne qu'elle considère comme un enfer. Une terre gorgée de sang de ceux qui lui ont sacrifié leur vie pour que leurs compatriotes puissent y vivre dans la dignité. Et où malheureusement, aujourd'hui, depuis l'indépendance, les militants pour la démocratie et les droits de l'homme croupissent par centaines dans les prisons de ce régime qui leur a tout volé. Dans cette émission, donc, et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maître Belrith Brahim, avocat à la Cour de cassation de Tunisie, à la Cour pénale internationale et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Maître Belrith Brahim, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, à côté de vous, Maître Issa Rahmoun, avocat à Paris, secrétaire de la Fédération internationale des droits humains, vice-président de la LAD, de la Ligue algérienne des droits humains, des droits de l'homme, qui a été dissoute, brisée par le régime d'Alger, et dont je rappelle qu'il prête bientôt serment au barreau de Paris dans quelques jours, me semble-t-il. Oui, tout à fait, au mois de janvier. Et je rappelle que la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui était dissoute effectivement en Algérie, est actuellement enregistrée en France, à Paris. Même dissoute. Même dissoute sous l'appellation du collectif de sauvegarde, parce qu'on veut sauvegarder la mémoire de la Ligue, mais aussi son combat, dont je suis aussi président. Très bien. Donc, en quelque sorte, vous la mettez à l'abri le temps que l'Algérie se démocratise pour la faire revivre. Chemin. Bougie. Très bien. Et bien sûr, moi je suis tenté de vous dire Maître Ali Aïdjoudi est peut-être le meilleur des maîtres, parce que vous avez été maître d'école, vous avez enseigné à nos enfants, et donc vous êtes tous les trois, vous avez tous les trois droit au même titre. Donc Maître Ali Aïdjoudi, qui est président de Riposte Internationale, et à côté de vous, Issa Rahmoun, qui en est le vice-président, je crois, ou l'un des vice-présidents, c'est ça? Il était vice-président, maintenant qu'il est responsable de la ADDH. Ah, d'accord. En même temps, il est secrétaire général. Un peu. Oui, un petit peu. Non, mais on travaille toujours en collaboration et on contribue ensemble. En tout cas, je voulais vous dire vraiment, cher Ali, cher ami, que Riposte Internationale est une success story. Je vous en félicite. Bravo à vous et à tous les membres qui participent, qui procèdent de sa réussite. Alors, d'abord, on va aborder le sujet tel qu'annoncé, l'Algérie, droits humains en Algérie, état des lieux. Maître Issa Rahmoun, qu'en est-il des droits humains en Algérie, ce pays censé être une république démocratique et populaire? Comment je vais, par quel bout entreprendre cette question assez difficile, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, évoquer la question des droits humains, la question de l'état de droit, la question de la démocratie en Algérie, c'est de se brûler les lèvres et les doigts en même temps. Les constats sont là. Et on va revenir juste au lendemain du 22 février 2019, du Hirak, qui était une volonté
il y avait une volonté de la société pour la construction politique, la construction de l'état de droit. Et souvenez-vous que durant le Hirak, il y avait cette ambiance juvénile des féministes, de tous les courants idéologiques et politiques qui forment la scène et le débat algérien dans le Hirak pour réellement dire qu'on a besoin d'un état de droit et que la démocratie soit respectée. Et quand on parle, c'est deux notions qui sont indissociables. État de droit et démocratie sont indissociables. Et justement, l'état de droit et la démocratie, c'est ce qui permet à la société civile, qui est un contre-pouvoir. La société civile, son essor, c'était les années 90. La société civile qui est censée être un des contre-pouvoirs, vivre dans une atmosphère apaisée, une transition, une mutation, une transformation démocratique. Très vite, le Covid est passé par là. La parenthèse était fermée. Le régime se réapproprie de nouveau sa nature dictatoriale. Tous les leaders du Hirak, les organisations indépendantes de la société civile étaient dissoutes. Toutes les catégories sociales qui ont fait cette ambiance du Hirak, qu'ils soient médecins, qu'ils soient avocats, syndicalistes, jeunes, féministes, islamistes, démocrates, socialistes, etc., ont été mis en prison. Le constat, il est là. D'ailleurs, il va falloir faire un travail de monitoring sur les 6 ans ou les 7 ans de règne de Abdelmajid Tebboune, l'actuel chef de l'État. Pendant tous ces discours qu'il organisait avec la presse maison, mais aussi en direction des chefs d'entreprise, en direction des chefs d'État, dans tous les événements où il a eu l'occasion de se prononcer, de discourir, est-ce qu'on retrouve le concept droits humains dans ces discours? On ne retrouve pas ça. C'est comme Shara en Syrie, dans ses discours, où il parle de transition politique, mais pas de transition démocratique, de transformation politique, mais pas de construction d'état de droit. Le récit, le narratif, le prisme est donné pour la société algérienne. Tout ce que vous voulez, mais pas les droits humains. Tout ce que vous voulez, corruption à travers corruption sociale généralisée. Quand vous voyez 18 000 dinars prime de chômage pour les citoyens qui ne travaillent pas, indemnité de chômage, et à côté le SMIC qui a 24 000 dinars, et que la différence, elle est très minime. C'est moins de 100 €, il faut le rappeler. Et cet effet, justement, pompeux et populiste, qui considère que les Algériens sont des demandeurs de primes pour le pays d'1 million et 500 000 de chouhada, pour un pays qui regorge de richesses naturelles, minières, juvéniles, territoriales, touristiques, etc., c'est la meilleure manière de corrompre le peuple en niant à la fois un droit le plus élémentaire, comme disait Hussein Ahmed. Beaucoup disaient que c'est le droit à la vie, le droit d'avoir des droits. C'est le droit d'avoir des droits. Et quand ce principe est nié par celui qui est censé être le protecteur des droits, le protecteur de la Constitution, la garantie des droits fondamentaux, ne prononce pas ces mots, ça nous renseigne de la situation des droits humains. Aujourd'hui, depuis le Hirak, du moins, في تونس يقولوا أستاذ بلغيت لا يرحم بوك يا زوج الأم الأول. Aujourd'hui, on retrouve en Algérie, les Algériens disent لا يرحم ندبوا على بوتفليقة يا الله يرحم بوك. Qu'ils combattaient, qu'ils dénonçaient parce qu'il n'y a pas pire que Tebboune. Voilà. Et on revient à la case départ, celle d'avant les années du 5 octobre 88. Maître Belrif, pour continuer sur cet état des lieux, et je vais profiter de l'occasion puisque vous êtes avocat à la Cour de cassation de Tunisie et surtout
à la CPI, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Qu'est-ce qui explique cette impunité systématique, j'allais dire systémique, de nos dirigeants alors qu'ils commettent, par exemple, quand on parle des prisonniers politiques et des détenus d'opinion en Algérie, on parle de centaines, ceux qui sont en ce moment en prison. Mais on ne parle pas de tous ceux qui sont passés par là, depuis l'arrivée de Tebboune, par la case prison, qui se chiffrent en milliers. On ne parle pas des gardes à vue, hein, des mandats de dépôt. Qu'est-ce qui explique qu'ils peuvent se permettre de tels comportements, de telles attitudes avec leur peuple sans y répondre, les doigts dans la poche, ils font ce qu'ils veulent. Oui, il y a un système, une culture de répression qui est bien huilée, des institutions qui ont le know-how, ils savent très bien ce qu'ils font. Et puis, comme vous le savez, toute dictature travaille à ce qu'il y a le néant autour d'elle. Donc, ça ne permet pas de laisser une opportunité au peuple, aux jeunes, l'association de la société civile de développer quelque chose qui pourrait être une conscience, mais une conscience qui va au-delà de l'aspect moral et des valeurs, qui peut se cristalliser, s'institutionnaliser, avoir une conception qui peut être traduite en programme pour entamer une transition démocratique ou même une transition pour un état de droit, même si tout est corollaire, état de droit, droits des humains, et puis même dans le volet économique et social. Mais quand vous prenez par exemple l'exemple de l'Algérie, vous parliez d'institutionnalisation. Nous avons une constitution qui est parfaitement exemplaire en théorie, où la séparation des pouvoirs est consacrée, où les droits de l'homme sont consacrés, où la présomption d'innocence est consacrée, mais qu'au même moment, et je ne prendrai que ce dernier exemple, celui de la présomption d'innocence, a été publiquement, devant les caméras, devant les télévisions de tout le pays, a été transgressé, violé de façon impudique, vulgaire, par le chef de l'État lui-même, dans l'affaire Sansal, dans l'affaire Khadi Hssen, dans l'affaire Drarni, qui avait été traitée de balance Khabarji, l'affaire Sansal, qui avait été traitée par le président, de quelqu'un qui ne connaît pas son père. Pourquoi, alors que d'un côté, c'est consacré à la Constitution, il y a les textes, et qui passe son temps à enronronner la bénédiction, alors que de l'autre, ils se permettent de façon outrancière de marcher dessus. Oui, d'accord, tout simplement, il n'y a pas de contre-pouvoir. Quand il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est normal, on aura des textes, des constitutions, dernier cri, j'oserais dire, avec tout ce que vous voulez, droits de l'homme et tout ça, mais c'est une façade, c'est une vitrine, c'est une argentière où on met les beaux... voilà, donc, mais en fait, l'application de la loi a toujours fait défaut, ce qui fait que la règle juridique n'est plus une règle juridique. À partir du moment où même les contre-pouvoirs constitutionnels, comme par exemple le Conseil constitutionnel, les cours d'appel, ne sont que... Formellement, ils sont des institutions, voilà. Mais de facto, ils ne sont pas des institutions. Neutralisés à leur naissance. Oui, juste, voilà, donc soit institution et tais-toi, dans un sens. Ali Aïdjoudi, qui est dans cette... bataille pour les droits de l'homme, pas seulement en Algérie, hein, dans tous les champs politiques que vous êtes en train de vous investir. Qu'est-ce qui explique qu'en Algérie, non seulement il n'y a pas de contre-pouvoir, non seulement la presse est totalement, elle n'est pas muselée, elle est totalement corrompue, puisque les patrons de presse et les milliers de journalistes qui s'y trouvent, ils trouvent leur compte en même temps et sont très zélés à se faire les relais du régime. Mais pire que ça, Ali Aïdjoudi, je vais me permettre de mettre un peu les pieds dans le plat, même la société qu'on dit civile,
les élites, les universitaires, les avocats, et tous ces gens qui sont un peu, normalement, qui devraient être impliqués dans la lutte pour les droits, pour la restitution de la légalité. Pourquoi sont-ils aussi absents? Oui. Tout d'abord, il faut se rappeler que le Hirak de février 2019 a donné espoir à tout le peuple algérien. Donc, il faut reconnaître qu'avant avant le Hirak, il y avait quand même un seuil de démocratie dans notre pays, c'est-à-dire les journalistes pouvaient critiquer, des citoyens pouvaient écrire des articles critiquant le pouvoir, des syndicats qui pouvaient et qui ont organisé des grèves, des fois même illimitées, des journalistes qui étaient en confrontation avec le pouvoir, des caricaturistes qui osent, dilemme qui a tout le temps schématisé Bouteflika ou Atika. Oui. Donc il faut dire que on avait sauf que on était quand même, on avait soif d'une véritable démocratie parce que on sait que cette presse est corrompue par le pouvoir, par la NEP. On savait que le régime de Bouteflika a dilapidé les richesses du pays. On voulait mettre fin à cette corruption, à la dilapidation des richesses du pays, de vendre justement les richesses, plutôt l'avenir du pays. Donc, c'est pour ça que le peuple est sorti pour revendiquer plus de démocratie et plus de droits. Et malheureusement, comme tous les pays du tiers-monde, de l'Afrique, du monde arabe, et surtout les pays qui sont révoltés durant le printemps arabe, eh bien aujourd'hui, tous les pays qui sont retournés contre leur pouvoir et qui ont chassé les dictateurs, aujourd'hui sont en train de pleurer ces dictatures. Les Tunisiens, je parle sous contrôle de Maître Blay, ils sont en train de pleurer Ben Ali. Les Libyens, Kadhafi. Les Libyens pleuraient le Kadhafi. Les Irakiens pleuraient Saddam Hussein. C'est comme si l'ordre mondial ne veut pas de démocratie pour ces peuples. Faire regretter. Faire regretter, il faut faire payer. Ils ont transformé le printemps en hiver, boueux. Ils ont voulu faire payer ces peuples leurs revendications, leur volonté de se libérer, de vivre dans une démocratie et d'être autonomes surtout, de prendre, c'est-à-dire leur destin en main. Donc, et malheureusement, le pouvoir qui est arrivé, donc d'abord c'est Gaïd Saleh qui a organisé un coup d'État contre son maître, celui qui l'a fait. Bien sûr. Donc il a profité de l'occasion, la maladie du président, la situation anticonstitutionnelle de la présidence de la République. Tout le monde savait que le cachet de la présidence était dans la poche de Saïd Bouteflika et toute sa clique. Donc il s'est retourné, il a épaulé le Hirak le temps de se retourner contre son maître, et puis il a sifflé la fin de cette récréation et il a instauré un régime dictatorial. Il ne savait pas qu'il allait faire la politesse à Tebboune de partir avant lui. Absolument. Donc, aujourd'hui, tous les champs d'expression libre sont fermés. Il n'y a plus d'espace libre, ni pour les journalistes. Il y a 8000 journalistes, il y a plus de 130 titres mais c'est une machine. Et une trentaine de télévisions. Et une trentaine de télévisions, c'est une chaîne de propagande pour le pouvoir, en faveur du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de journalistes crédibles. Ça ne veut pas dire que c'est 8000... Mais leur voix est étouffée, leur voix est muselée. Mais malheureusement,
pratiquement, on vit la situation d'état de siège depuis le sinistre 12-12. C'est une triste réalité. Ni les journalistes, ni les militants, ni les partis politiques, ni les associations, ni les citoyens à titre individuel n'ont de liberté, n'ont un espace de liberté. Et notre pays aujourd'hui est devenu une prison à ciel ouvert. Dès que quelqu'un critique ou ose mettre même un like sur un poste qui critique le pouvoir ou un ministre ou même un chef de daïra, eh ben, il est passible d'une peine. Et d'ailleurs, Hakim de Bazé est décédé dans une prison à cause d'un simple post Facebook. Kemal Din Fakhar a été abandonné à son sort et il est décédé dans la prison. Il y a d'autres. Eh bien, nous avons eu quand même plus de 33 000 arrestations. Aujourd'hui, il y a entre 270 et 290 détenus, pratiquement avec des dossiers libres, des avocats qui défendaient justement ces détenus sont malmenés, menacés de radiation du barreau d'avocats. Et ils sont condamnés, ils sont arrêtés, ils sont humiliés et ils sont sous contrôle judiciaire. Alors, c'est des dizaines. Alors, Ali, avant de revenir à notre ami Maître Belghait pour lui poser une question en particulier sur les relations algéro-tunisiennes qui intéressent tout le monde, personne n'y comprend rien de ce qui se passe derrière. Mais j'aimerais d'abord écouter Tebboune qui va nous parler de la liberté d'opinion, etc. Puis je vous poserai une question sur la condamnation de Christophe Glaise. Vous nous direz votre avis, ce que vous pensez de cette histoire, très curieuse, tout le monde se pose la question, comment M. Tebboune a pu scier la branche sur laquelle lui-même était assis. Mais nous allons d'abord écouter M. Tebboune. نفسها تعبر على روحها معناش من التعبير المتحضر عارض داك شغلك ولما تكون انت متيقن من الشيء اللي تقول فيه خارج من اعماق اعتقاداتك مرحبا قول باش تكون بوق تاع ما وراء البحر راك غلط ما نجحوش هما ما ينجحوش الابواق تاعهم. Il est en train de nous dire que tous ceux qui sont en prison, ce n'est pas parce qu'ils disent leur avis sur la situation, c'est parce qu'ils sont bourgs, ils sont un relais de Mawara al-Bahr, hein, l'ennemi de l'extérieur. D'abord, c'est des conférences de presse où c'est un face-à-face avec des journalistes plaventristes qui n'osent même pas poser de véritables questions ou des questions qui concernent le peuple. Et sont là pour le caresser dans le sens du poil. Et lui, il est dans une logique de propagande, de vendre son discours. Et d'ailleurs, ces échanges avec des journalistes l'impliquent davantage, il l'enfonce davantage. Tout le monde sait que c'est un menteur, qu'il ne maîtrise aucun chiffre. Il n'a aucune carrure d'un homme d'État. C'est un guignol, je le dis tristement. C'est triste pour mon pays de dire que Tebboune est à la tête de ce pays. Un homme qui est pratiquement apolitique, un homme qui n'a aucune vision, aucun projet et qui ne peut convaincre même pas ses propres collaborateurs. Donc, le peuple algérien aujourd'hui vit dans une situation de désespoir parce que sans l'armée, ce guignol ne sera jamais à la tête de l'État. Et malheureusement, c'est cette armée qui est la colonne vertébrale de notre République qui soutient ce type de personnage. Ce n'est pas l'armée qui le soutient, c'est la junte. C'est la junte, absolument. C'est la junte qui a pris en otage l'armée. Mais je salue justement nos militaires, je salue notre armée. Sauf que l'état-major qui a pris en otage cette armée et qui a pris en otage notre pays. Oui. Parce que sans l'armée, Tebboune
ne pourra jamais résister 24 heures à la révolution et la contestation de la rue. Et sur la condamnation de Christophe Glaise, quel est votre avis sur la question, votre lecture comment Tebboune en est arrivé après s'en être sorti de l'affaire Sansal, très difficilement, en demandant à Macron de faire intervenir un autre chef d'État que lui-même? Comment en est-il arrivé à revenir à la case départ? Effectivement, il est revenu à la case de départ d'une manière très spectaculaire. 7 ans de prison. Voilà, et 7 ans, c'est très lourd pour un journaliste étranger. Il faut se rappeler que beaucoup de journalistes occidentaux sont détenus en Iran, sont détenus en Syrie, sont détenus en Arabie Saoudite, et l'Algérie vient renforcer le cortège des pays qui mettent en prison des journalistes étrangers. Après, sur le plan de la procédure, Glaise, il est rentré avec un visa touristique. Il n'était pas muni d'un mandat pour exercer sa profession. Ça, c'est discutable. Mais est-ce que le fait d'avoir un visa touristique et aller interviewer le président de la jeunesse sportive de Kabylie ou les supporters de ce prestigieux club mérite 7 ans d'emprisonnement? Il aurait pu être reconduit aux frontières, tout simplement. Une amende. Une amende. Une amende, ça, c'est un séjour illégal. C'est la loi 0811 qui s'applique sur Glaise, c'est la loi sur l'entrée et séjour des étrangers en Algérie. Ça nécessite probablement un sursis en cas de durcissement de peine et une amende. Mais 7 ans, voilà, d'une part, mais aussi être accusé d'apologie au terrorisme pour le fait d'interviewer le président de la JSK, les supporters de ce prestigieux club, est un excès de zèle, d'une part. D'une autre part, revenir à la case départ, ça veut dire quoi? Là, on pose la question, on a une justice, on a un pouvoir exécutif, on a un pouvoir opaque, un pouvoir réel. Un deep state. On est dans ce triangle des Bermudes. Professeur Majid Benchir nous parlait ce matin des lois écrites et des lois non écrites. Les lois écrites qui ne sont pas applicables et les lois non écrites qui sont applicables, mais qu'elles ne sont pas opposables, par contre. Et on se retrouve devant une situation où est-ce que Tebboune est piégé? Par qui il a été piégé? Est-ce qu'ils veulent rallonger le processus de négociation avec la France? À quelle fin? Pour qui? Pour libérer qui? En contrepartie? Pour faciliter quoi? Est-ce qu'on revient au passeport diplomatique? Est-ce qu'on revient à la libre circulation des pantins, des dignitaires du familles, régime? des bobonnes. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, quand l'Algérie est citée dans le concert des nations, 2006, un grand projet du PNUD et du Parlement européen, à coût de millions d'euros, engageait la politique de réforme de la justice en Algérie. Beaucoup d'argent a été versé par le PNUD et le Parlement européen, c'est différentes, et toutes les institutions européennes, pour aboutir 20 ans après ce processus de formation, de réforme de la justice, numérisation de la justice, financement des procès équitables, formation des magistrats sur les droits humains. Et 20 ans après, le résultat, plus de 35 000 détenus d'opinion depuis le 22 février 2019. 35 000. Oui, depuis le 22 février 2019. Entre ceux qui étaient en mandat de dépôt, ceux qui étaient condamnés, ceux qui étaient relaxés, ceux qui étaient En tout cas, ceux qui sont passés par la case prison. ceux qui sont passés par des 35 procédures 000. judiciaires. C'est incroyable. Voilà. C'est- Et actuellement, 240 citoyens, 240 détenus d'opinion et politiques sont en prison.
le dernier recensé. Et vous ne documenté. comptez pas les islamistes des années 90 Sans compter et vous ne les années comptez pas 90. les prisonniers du régime, ceux qui ont été envoyés en prison pour règlement de compte, Sans par leurs compter propres cela. complices. Sans compter cela. Oui. Et on arrive à un bilan où, aujourd'hui, est-ce que ces financements qui viennent du Parlement, enfin des institutions européennes, des Nations Unies, du PNUD, du contribuable européen, ont permis des procès équitables, la formation des magistrats, une justice. Et je vais me permettre une Et je question. termine sur ça, si Jamal, parce que c'est très important. Même les généraux, tous ces militaires algériens, tous ces anciens ministres qui sont en prison, qui ont été humiliés à l'image de Ahmed Ouyahia Lors des funérailles de son frère. lors des funérailles de son frère, est une atteinte grave à la dignité humaine. Ah oui, je suis d'accord Et avec pour vous. cela, il faut une double justice transitionnelle en Algérie. Une double détente pour la justice transitionnelle en Algérie. Une double réforme. Une va faire la lumière sur la guerre civile en Algérie, sur ces milliers de disparitions, victimes de disparitions forcées, sur ces assassinats extrajudiciaires, sur ces exécutions sommaires, sur ces procès expéditifs. Un. Deux. Une deuxième justice transitionnelle sur 20 ans de dilapidation des richesses du peuple algérien, sur fond, bien sûr, avec les mêmes responsables qui sont détenus, qu'ils soient militaires ou civils à la fois. Alors, avant de donner la parole à Maître Belrit, je veux poser une question à l'avocat que vous êtes, que vous avez été en Algérie, l'avocat du Hirak, entre autres, qui avait été au fond des procès politiques qui se sont tenus en Algérie, des procès politiques que je mets entre guillemets, bien sûr. Est-ce qu'il est imaginable, et j'aimerais une réponse claire, est-ce qu'il est imaginable que les verdicts qui sont en train d'être rendus depuis que M. Tebboune est arrivé, des verdicts politiques, est-ce qu'il est imaginable qu'un juge en Algérie puisse les rendre tout seul, sans sommation, sans injonction, sans coup de fil? Et là, je fais directement le parallèle à mon ami et confrère Sibrahim Belrit. En Tunisie, ils disent les juges disent la chose suivante, et nous, on le dit d'une manière très générale dans la population. Les juges en Tunisie, quand il y a ordre de l'exécutif de mettre en mandat de dépôt, de condamner un opposant, un activiste de la société civile, et Hezzou Shayma Issa, ou les amis l'Ayash el-Hammami, le juge, il te dit, Akhoya, c'est mon poste, cette conception, cette manière de fonctionner qui est inculquée dans l'École nationale des magistrats. Parce que, je disais tout à l'heure, à l'occasion d'une discussion, il faut revoir le livre de Mouloud Hamrouch, Zahira al-Askariya fi Ifriqiya al-Sawda. Et il parle de l'Afrique noire qui s'applique aussi à nous, au pays du Maghreb ou de l'Afrique du Nord. Zahira al-Askariya fi Ifriqiya al-Sawda. Ce qui a permis au régime, après l'indépendance, de recruter ces forces armées, les militaires, les forces constituées dans les villages les plus reculés d'Algérie, faire d'eux des Bachara, faire d'eux des shérifs, des notables. Et ce qu'ils leur enseignent, attention, le peuple, c'est votre adversaire. C'est la même formation pour les juges algériens. Et récemment, en Tunisie, hein, il faut le dire. Plus ou moins, bon. Récemment, On en reprend Tunisie. des réflexes quand même. La logique, c'est la même chose. Le juge ne peut pas rendre un verdict objectif. Il selon peut pas. le Des fois, dossier. il s'auto-exécute. Des fois, il n'y a pas de consigne. Des fois, il n'y a pas Il va des fois- me c'est un consensus. يفهم روحه. Et sur ça, je termine par là, pour finir. Il y a des magistrats qui résistent. Il y a des juges qui résistent. Et ils parviennent à rester en poste? Difficilement. C'est un long combat. C'est un combat très profond. Eh ben, Contre soi, déjà, c'est un véritable combat. Pour les autres, je dirais Khadami al-Ahzab. Maître Belrit, sur cette question, et après je vous poserai une question en particulier sur les relations algéro-tunisiennes. Mais sur cette question, est-ce que dans nos pays, un juge, un magistrat de siège
peut rendre un verdict en son âme et conscience et conformément à la loi. D'accord. Bon, d'abord, il y a des garanties institutionnelles et individuelles pour la magistrature et pour le magistrat. Donc, il y a des normes internationales et même nationales, parce que, comme on a déjà évoqué, le problème n'est pas toujours dans le texte, mais dans son application. Donc, il y a ça, il y a l'application, il y a une culture que malheureusement, on a des générations et des générations de magistrats au pas de l'exécutif. Et puis la formation. Je vous donne l'exemple, par exemple, chez nous, avec la transition démocratique de 2011. Il est vrai qu'il y a eu des avancées et tout ça, mais il n'y a pas eu une réforme méthodologique. On n'a pas touché à l'Institut de la magistrature, qui est le nœud gordien de tout ce qui est futur pour la magistrature tunisienne. Donc dès qu'on a, bon, il est vrai, il y a eu un peu de résistance après 2021, mais tout ça s'est écroulé après que le président a dissous le Conseil supérieur de la magistrature. Il est vrai que l'expérience... Il a dissous, tout simplement, oui, sans oui. autre forme de Non, procès. il a nommé un conseil qu'il a dissous, c'était élu. C'est la première fois de notre histoire qu'on a un conseil supérieur de magistrature élu. Et pour information, quand on prend les 3 conseils supérieurs de magistrature tunisiens, on va essayer de faire dans la comparaison, Algérie, Tunisie et Français, la Tunisie est plus avancée, même par rapport à la France, en termes de fonctionnement, d'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais bon, dans l'application, on a fait des bévues et tout ça. Bon, ce n'est pas notre question. Mais il a dissous le conseil élu, il a instauré un conseil provisoire. À sa botte, bien sûr. Bien sûr, il a le dernier mot sur tout. Voilà, donc. Et puis, même le Coran, pour continuer à fonctionner, il n'est pas là. Il a gelé son propre conseil. Et puis, il s'est arrogé. Voilà, il peut limoger ou révoquer tout magistrat sans motif, sans contradictoire, sans aucune procédure préalable. Le fait du prince, vraiment. Et avec ça, le magistrat révoqué est traduit devant la justice pénale. Hein. Oula. Voilà, avec les hordes de ces algorithmes sur Facebook qui dénigrent le pauvre. Il a fait ça avec 54 juges. Ces 54 juges ont eu un arrêt de tribunal administratif pour sursis d'exécution. Il n'a pas respecté, ils sont toujours au chômage. Donc, voilà, ils sont poursuivis et tout ça. Pour te dire, et avec ça, cerise sur le gâteau, la ministre de la Justice, quotidiennement, prend des notes de service. Elle, tel magistrat a pris telle décision, donc non, ça ne va pas. Il est viré, il est muté, et voilà, promettre la vieille recette de bâton et de carottes par la ministre de Justice. Donc, après tout cela, comment voulez-vous trouver l'indépendance de la magistrature si on peut toujours parler de magistrature? C'est proprement caricatural. Ça a été épinglé par le groupe de travail sur l'arrestation abusive, arbitraire. Ça a été épinglé par la Cour africaine des droits de l'homme qui a ordonné à la Tunisie de suspendre le décret-loi 35-2022, auquel le président peut limoger, et le décret 516, où il a révoqué 54 magistrats. Rien n'est fait. Voilà, donc on est toujours, le système toujours... Donc voilà. Vous m'en direz tant. Mais sur les relations entre les deux systèmes, je ne dirais pas les deux États, entre les deux systèmes algériens et tunisiens, comment ça se passe? Déjà, j'ai mis un réserve sur la qualité ou la qualification de système pour le régime de Kais Saïd. Donc voilà. Bon, vous allez me dire que c'est pire? C'est pas un système. Un système, c'est quelque chose d'intelligible qui, voilà, ouais. Donc il y a au moins... Et comment on pourrait le qualifier?
C'est un régime, voilà. Donc, D'accord. bon. Au début, 25 juillet, avec le coup d'État de M. Kais Saïd, c'était pas l'Algérie ou le régime algérien ne voyait pas ça de bon oeil. Hein. C'était les Émiratis et les Égyptiens que, dit-on, sont intervenus et tout ça. Donc, d'ailleurs, M. Tebboune à Rome, je me souviens, a qualifié le coup d'État de Kais Saïd de problème du peuple tunisien. Il dit « Warta ». D'accord. Mais après, il a réussi à voilà, le vassaliser parce que M. Kais Saïd n'a rien, ni une conception, ni une réforme, n'a rien. Il n'y a pas de ressources. Donc, il y a d'une part le sale boulot qu'il fait avec les migrants, moyennant voilà, avec l'Union européenne, et il y a M. Le régime algérien. voisin de voilà, l'Ouest. donc. Vous utilisez un terme très fort, vassaliser. Oui, Vous voudriez c'est ça. nous dire que le régime algérien qui a fait main basse sur son peuple, son propre peuple, et qui le brutalise, qui l'exploite, qui Oui. le vole, Oui. il aurait réussi à faire main basse sur l'État tunisien ou le régime tunisien au point de lui donner des feuilles de route Bon, voyons les choses en plus clair. Pour le régime algérien, primo, il évite une démocratie à sa part qui peut inspirer. Tout à fait. Même si on n'a jamais parlé d'exporter la révolution Le tunisienne. printemps tunisien au début, Voilà. il a beaucoup inquiété le régime algérien. Et- À ses débuts, hein, Oui, mais avant de faire un naufrage. Oui, mais tous les acteurs en place n'ont jamais parlé de, même avec le Irak, quand on a vu, généralement, on parlait avec une façon, voilà, politiquement correcte. Ce n'est pas, donc, mais avec ça, c'est un cauchemar d'avoir une démocratie en Tunisie qui marche, qui donne, voilà, qui transforme la société en meilleure. Donc, aussi, pour le régime algérien, il s'agit de détourner un certain enclavement auquel vous savez, on a le Maroc qui, hélas, les plus grands ou les plus longs frontières fermées au monde terrestre. Oui. Et puis le Mali, et Tout le ça, Sahel, quasiment, voilà, la donc, Libye. Voilà, Donc, il ne reste que le voilà voisin tunisien. Et puis, stratégiquement, un chaos en Tunisie, c'est le meilleur tête de pont pour déstabiliser l'Algérie. Il ne faut pas aussi oublier ça. Donc voilà pour. Et puis, c'est une sorte de fusible, si on peut dire, hein, avoir un roitelet, entre guillemets, à sa main, ça peut servir de monnaie d'échange. Contre quoi? En échange de quoi? Tout le monde sait que le régime algérien est visé et que l'Algérie, il y a des convoitises qui cherchent à, voilà. Oui, mais on a vu la réaction du régime Tebboune face au plan Trump. Quand il nous disait « Palestine khallouha aliya » ou « Palestine zalmi wa madlouma » et tout, mais quand Trump a imposé ce plan, non seulement ils ne se sont pas abstenus, ils ont voté pour, et il a demandé à son représentant auprès de l'ONU et dans le Conseil de sécurité de féliciter Trump et de le remercier pour son plan. Donc, il pourrait faire la même chose pour quiconque pourrait le menacer à l'extérieur. Oui, d'accord. Cette fameuse main de l'étranger. Oui, d'accord. Avec les Américains, c'est toute une autre question. M. Tebboune peut se permettre de défier, entre guillemets, l'Europe ou la France, mais avec les Américains, ils n'ont jamais refusé une demande. C'est vrai. Donc, on a beau dire c'est voilà, le souverainisme, mais en fin de compte, quand on s'aligne, hein, il n'y a pas question. Oui, mais quoi qu'on en dise, par exemple, du temps de Boumedienne, du temps de Chedli, oui, c'était une autre conjoncture internationale. C'était une autre conjoncture internationale. C'est pas on ne peut pas faire la comparaison. Donc, pour M. Kais Saïd, d'abord, le régime algérien peut lui fournir
voilà, il amadoue quelques dons ou quelques crédits. Ils l'en donnent juste pour avoir le nez au-dessus de l'eau, hein, comme le font d'ailleurs les Européens. C'est pas donc. Et puis c'est pour lui une assurance contre toute insurrection, que ce soit du peuple tunisien ou de l'armée tunisienne. On dirait qu'il y a le Oui, grand oui. frère algérien. Voilà, qui est il là a pour insué, veiller au grain. il s'est félicité, on visite en Algérie, il s'est félicité qu'on a réformé la loi algérienne pour permettre à l'armée algérienne d'intervenir hors ses frontières. Bien sûr, il fait illusion. C'est Et d'une puis, tristesse. il y a cette énigmatique convention qu'on a signée avec l'Algérie. Quand on sait rien, bon, on dit que avec cette convention, l'armée algérienne peut entrer en Tunisie et peut intervenir en Tunisie. Mais rien de sûr, mais ça peut l'être. C'est peut-être une dissuasion non dite, Voilà, non donc, assumée, mais qui reste mais possible. on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a exactement. Il y a dans aussi la possibilité de faire du terrorisme pédagogique. Donc Oui. le régime est très fort, hein, nous le savons. En Algérie, il a pratiqué, il a mis le grappin sur le vrai terrorisme qu'il a manipulé au Sahel, qu'il a manipulé un peu en Tunisie, C'est ça. contre des personnalités Oui, bien sûr, tunisiennes. bien sûr. Donc rien La n'empêche. Provonnée, on n'a rien maintenant. On a des années. Le règne de Kais Saïd est exempt de terrorisme en Tunisie. Oui, ça, il n'y a On n'a plus rien. rien. On n'a C'est rien, la tranquillité comme par assurée. hasard. Voilà. Ben Donc, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que Kais Saïd, si elle trouve un deal intéressant, il va lâcher Taboun. Hein, Ah oui, le régime. j'imagine. Et l'autre, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils attendent des Émiratis pour lui tendre la perche, eux qui ne s'entendent pas avec Tebboune? Ils devraient, c'est le moment voulu. Non, hein. plutôt, non, c'est pas les Émiratis, mais plutôt les Américains, s'ils décident d'investir Voilà, dans le politique tunisien, oui, voilà. ils ne diraient pas non. Oui, bien sûr, on ne dit pas non aux Américains. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais j'aimerais vous donner le mot de la fin à chacun, 30 secondes chacun. Alors, je vous en prie. Pardonnez-moi d'arrêter de façon aussi abrupte. C'est juste pour donner 3 exemples. Donc, par rapport à la liberté ou l'indépendance de la justice, Saad Eddine Marzouk a été radié pour une simple raison, il n'a pas accepté les ordres de sa tutelle de condamner un militant du Hirak. Il a été radié. Karim Tabouk a été relâché par un juge. Oui. Il a été kidnappé de chez lui 48 heures après. Ça veut dire que les juges ne on reconnaît pas. Boualem Sansal qui a été traité de tous les noms d'oiseaux, il a été libéré. Voilà, juste pour dire que... Mais il a été libéré sur injonction politique. Absolument. Ouais. Aussi, il y a le président de l'Organisation des avocats, récemment, qui vient de démissionner. Les magistrats. Il a démissionné. Il y a aussi le club des fameux 100 juges, je crois, ou 200. Le club des magistrats. À peine il vient d'être élu, il a jeté l'éponge parce qu'il a été humilié par la tutelle. Donc, juste pour dire que le juge algérien n'est pas libre, n'est pas autonome. Et la même mise de l'administration, de l'exécutif sur la justice fait que la justice algérienne n'a aucune crédibilité aux yeux du peuple algérien. Juste un dernier mot. Oui. Il y a un grand militant qui est pratiquement pris en otage par le pouvoir algérien, c'est Mohamed Tafarka, Mohamed Barache, qui a purgé sa peine et qui est retenu en Algérie par le pouvoir. C'est une vengeance délibérée. Merci. Après qu'il ait purgé toute sa peine. Après avoir purgé sa peine. Et ça, en 30 secondes, il se trouve aujourd'hui que les deux régimes, parce qu'il y a le régime tunisien et celui d'Alger, sont très solidaires. Et on est à la veille d'une année, on est à la fin de l'année 2025. Et 2026 est à nos portes. Et ça nous rappelle subitement un centenaire très important. C'est celui de l'étoile nord-africaine. Ah, oui.
En 2026, nos peuples, soit en partant de la Mauritanie jusqu'à la Libye, en passant par le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, il va falloir faire de l'année 2026 pour la société civile de l'Afrique du Nord et du Maghreb, c'est l'année des peuples, c'est l'année de la société civile, c'est l'année de la solidarité, c'est l'année de la construction de ce grand Maghreb des peuples. Et je terminerai par rendre hommage à chaque émission, j'essaie de le faire, à un détenu en particulier. Et là, mes hommages et ma pensée à l'Arbi Tahar. Arbi Tahar, président de la section de la Ligue de Tieret, un militant de la terre, un militant écologiste, raï. Et même s'il est avec son statut, ce qu'il fait, ce qu'il adore faire, il aime sa terre, il aime son grand sud, qu'il libère l'Arbi Tahar. Maître Belghith Brahim, le mot de la fin. Mon cher confrère Issa, le rêve maghrébin qui, en 1926, on a été conscient. Un rêve, c'est comme un arbre, il faut l'entretenir, il faut l'arroser. C'est-à-dire que non seulement la société civile militante pour les droits de l'homme et la démocratie et l'état de droit dans les deux pays, ou les pays de Maghreb d'une façon générale, doivent coordonner, pour ne pas dire s'unir, mais sur tous les plans culturels, juridiques. Moi, j'en rêve d'une association qui essayerait de unifier tous les droits, comme on fait l'OHADA, qui sont de différentes cultures. Alors nous, que nous avons les mêmes langues, nous avons les mêmes ethnies, je dirais, tout, on n'arrive pas. Donc, ce n'est pas les régimes qui doivent faire de nos rêves des cauchemars. Très bien. Je vous remercie tous les trois et j'aurais remarqué qu'il y a de plus en plus d'intellectuels qui ne disent plus le Grand Maghreb arabe, mais qui lui préfèrent cette dénomination de Grand Maghreb des peuples, pour faire justice à tous les habitants de cette région. Pourvu que le rêve se matérialise, se réalise, la sémantique importe peu. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. J'ai été ravi de vous recevoir. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khala khair. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.